Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Hey, salut Joël! Salut Julien! Ça va bien? Ça va toi? Ben oui, ben oui. Oui, normalement, on se demanderait comment a été notre semaine, Oui, mais ça fait un bout qu'on s'est pas vu à cause du temps des fêtes. Là. Ça fait genre un mois qu'on s'est pas vu. Comment a été ta dernière année? La fin de mon année 2023. Mettons? Ah, c'était fabuleux. C'était sous le signe de j'ai jamais rien le temps de faire, puis je suis tout le temps pressé, puis... Ça a l'air le fun, ta vie? Oui. Moi, ça me dit rien parce que moi, c'est relax. Moi, j'ai une chaise longue. C'est mon seul meuble dans la maison. Une chaise longue, tout un cocktail. Tout un cocktail. Ouf, c'est léger. C'est facile. Non, mais on travaille fort quand même pour le podcast, puis... Ben moi, j'improvise. À chaque fois qu'on enregistre, j'improvise au fur et à mesure. Quand je te montre une image, c'est une image que j'ai barbouillée là, sur un coin de table 2 secondes avant que je te la montre. Puis tu fais semblant de lire ton texte sur ton écran d'ordi pendant que tu lis ton texte. Ouais, c'est juste dans ta tête. C'est de la création spontanée. C'est bon. Method acting. Quand même. Ouais. Puis quand j'ai compris que j'étais capable de faire ça, j'ai décidé de plus jamais me forcer pour quoi que ce soit. OK. Hey, en parlant de se forcer pour des affaires... Ouais. J'ai entrepris quelque chose pour cette nouvelle année ensemble de travail. Tu sais qu'une fois par mois, à travers notre cycle, moi, je te donne une image à la place de te donner un texte. Ouais, c'est pour ça que tu fais rien. C'est pour ça que tu es tout le temps sur ta chaise longue. Non. Mais fait que tu es conscient de ça? Oui. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Tout le monde trippe. Les gens m'en parlent. Ah, c'est tellement le fun quand dans ton balado, aiment... tu décris une image. Exactement. Les gens aiment ça, se faire décrire une image par quelqu'un. Oui, c'est comme si du ASMR. C'est tellement beau quand il explique qu'à gauche, en haut, à droite, il y a ça. Mais dans le cadre de faire ça, je me suis dit, là, à chaque fois que je le fais, c'est un peu... Je vais un peu par là, je fais de l'idéolangaison. Je vais un peu par là, je fais une map. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça avoir plus de directionnalité, avoir plus d'intention, faire quelque chose de plus précis avec toi, puis avec nos auditeuristes, puis présenter Gadine, puis le développer d'une façon un peu plus ordonnée, structurée. Fait que tu trouves que t'es trop éparpillé. Ouais. Puis ça me dérangeait pas jusqu'ici, mais là, la dernière fois que j'ai présenté, c'était quand on avait Annie Bouffard avec nous. Là. Ouais. Et puis, c'était ma map monde. Puis, on a diffusé cet épisode-là début janvier. Je me suis dit, wow, quel bon point d'ancrage pour dire, mais là, j'ai présenté le monde au complet, mais je vais m'assurer que le monde il est canoniquement valable, que c'est exactement ce monde-là que j'aime puis que je veux. Donc, j'ai décidé que la prochaine année de Comme du monde avec toi, toutes ces créations-là, c'est-à-dire une fois par mois, on allait créer ma géofiction puis l'enraciner dans le canon de mon œuvre. Fait que quand je dis géofiction, je veux dire, on va, sur toute l'année, je vais développer chaque étape macroscopique qui mène jusqu'à une démiurgie géographique, géologique. C'est-à-dire, l'apparition des premiers peuples arrive janvier 2025. Pendant toute 2024, je veux travailler les courants marins, formation, la cosmologie. Là, c'est ça. Okay. Et aujourd'hui, on a l'intention de parler de cosmologie, toi puis moi. Ouais. Fait que du coup, je me suis dit, parfait, c'est fait. Puis en plus, on l'a roulé au hasard. On a roulé un dé puis ça a donné ça. Mais on dirait que c'est écrit dans les étoiles qu'il faut que je développe ma cosmologie, puis là, on part de là, puis je vais aller en zoom-in pendant la prochaine année. Est-ce que tu dirais que la cosmologie, c'est l'étape 1 d'une géofiction? Absolument. OK. Ben non, pas du tout. C'est pas l'étape 1, parce qu'on en a déjà parlé. On peut travailler en démiurgie dans tous les sens, mais c'est l'étape 1 si tu veux faire du macroscopique. Puis peut-être qu'en tant qu'étape 1, c'est juste de dire « Oh, je m'en fous de ma cosmologie. » C'est peut-être ça ton étape 1, mais oui. Parce que moi, c'est une des difficultés à laquelle je fais face, auquel je fais face, c'est de par où je commence. T'sais. J'aimerais ça, moi aussi, avoir une géofiction solide, savoir, quand on parle justement des cours d'eau, des continents, ou les marées. Ouais. Tout ça, pour moi, on dirait que c'est comme une montagne insurmontable des fois parce que je sais pas, j'ai comme pas de poignée pour commencer. Ben, c'était un de nos objectifs. Okay. Dès le départ du projet, on s'est dit, on s'est fait une liste, toi puis moi, là, d'inspiration pour plein d'épisodes pour attaquer des aspects démiurgiques.
Mais à 1 par mois, on n'a jamais pigé hydrologie encore. C'est ça, Fait que, exact. mais Ouais. j'imagine qu'à un moment donné, oui. Mais moi, je me suis dit, tant qu'à y aller, parce qu'on le fait un peu au hasard. Toi puis moi, on aime bien piger ça au hasard parce que c'est le fun, ça brasse les cartes. Mhm. Mais je dis, peut-être que moi, avec ma géofiction, je vais faire le travail de construction macroscopique qui peut, genre, en plus de dire qu'on va passer des épisodes des fois à parler juste d'hydrologie, mais là, un moment donné, quand moi, je vais y arriver à faire mon hydrologie, c'est parce que j'ai déjà fait mes plaques tectoniques. Fait que là, on peut faire ce travail-là ensemble. Je suis conscient que c'est pas le travail le plus fascinant pour tous ces aspects. Des fois, c'est plate à mort. C'est un esprit très mathématique, très scientifique, où tu es toi-même un astronome ou un géologue. Tu vas triper à certains épisodes. D'autres, ben non. Fait que c'est pour ça un peu que c'est le fun de tout mélanger, mais je me suis dit, je vais prendre ce projet-là de ne pas mélanger pour Gadine. Pour ta création mensuelle qui est visuelle. Puis c'est tellement... Il y a des aspects le fun puis artistiques à travers ça. Fait que genre, mon défi, c'est un peu de te les faire découvrir, parce que je sais que toi, tu trouves ça rébarbatif. Oui, exact. Ouais. On va en parler plus aujourd'hui parce que j'ai découvert que la cosmologie pouvait être une porte de sortie pour pas avoir à faire toutes ces affaires-là qui semblent vraiment denses. Là. Mais en tout cas, on en reparlera tantôt. Mais oui, OK, cool. Géofiction. Ça veut-tu dire qu'on a quand même droit à une lettre au tribun Ouais, une tout le fois temps. par mois? Ça change pas. En fait, le format que moi, j'ai choisi de lettre au tribun, en ce moment, il est stable. Peut-être qu'à un moment donné, je vais changer, puis ça va être une autre forme de... Mais ça va toujours être écrit, ça va toujours être du texte, ça va toujours être pas macroscopique pantoute, mais plutôt genre campé dans l'époque à laquelle les choses se passent, puis pas 500 000 ans avant. Puis tu commences maintenant, ça veut dire que prochain épisode, on entre là-dedans. Prochain épisode, je partage ma cosmologie. Yes. Fait que ça, c'est vraiment... Hey, pour une fois que je suis timé avec notre truc, là, je vais le mettre de l'avant. Hey, tout le monde! Hey! Prochain épisode, cosmologie. Puis aujourd'hui, on parle de quoi? Cosmologie. Ouais. Asti que je suis timé. C'est malade. Ouais. Fait que si tu viens de te joindre à nous, on est sur les ondes de choc.ca. Ouais. Vous écoutez Comme du monde avec Julien Lefort et Joël Martin. Puis aujourd'hui, on parle de... Ben, on parle de cosmologie. Et ensuite, tu vas nous présenter un texte de ta création pour Val-Terreur. Exactement. Cool. Let's go. Cosmologie, Joël. Moi, avant, peut-être raconter que Oui. au début, on a eu un petit malentendu sur la différence entre cosmologie et cosmogonie. Par ma faute. Parce qu'on avait écrit cosmogonie dans notre liste en pensant que la cosmogonie était la cosmologie. Ouais. Donc, peut-être une des ambiguations pour tous. Cosmogonie, c'est un mot qui veut dire la création d'un univers. Oui, même le mythe derrière la création. Souvent, c'est ça, c'est utilisé pour parler du mythe de la création, de mythologie. l'histoire de la création de l'univers. Chose dont on avait déjà parlé ensemble. Exact. Pour ceux qui sont des adeptes de Comme du monde puis qui ont écouté tous nos épisodes, vous avez entendu ça. Puis pour les autres, ça serait dans l'épisode Mythologie et religion Exact. et Natesht, notre épisode 13. Ah, OK. Hein? Top of my head, quand même. Bravo. Où on a parlé en masse de mythes, de contes étiologiques puis de mythes de création. Le mois en pleine recherche, je me rends compte que, voyons, on l'a déjà fait, cet épisode-là. On a réussi à se parler puis à mettre au clair que finalement, c'est cosmologie qu'on fait. Ouais. Fait que tu sais, c'était l'idée de définir, oui, la genèse, mais plutôt les paramètres de ton monde, la forme de ton monde. C'est quoi l'univers que tu crées? Puis notre fameux, on a un fameux tour de passe-passe qu'on a établi il y a très longtemps, qui était de parler de la règle 0. Là. C'est-à-dire, prends aucune décision, puis tout le monde va s'attendre à ce que ça soit comme les choses sont normalement. Il y a un ciel, il y a un cycle jour et nuit, il y a des étoiles si on regarde le ciel la nuit. Ouais. Il y a de la gravité. Ouais. Fait que pour moi, si tu veux pas t'atteler à la tâche cosmologique, tu peux juste brandir ton étendard règle 0. Parce que on peut juste s'en foutre éperdument puis travailler dans le micro, travailler dans le personnage. Puis ça, c'est pour moi, la cosmologie, c'est le bout de à quel point ça va pas avoir d'impact sur ton œuvre. Mm-hmm. À moins que tu décides de faire une œuvre qui est en communication, une histoire, une narrativité qui est en communication avec ta cosmologie. Il y en a de ça aussi. Ah oui. Fait que là, si tu fais ça, tu es obligé de bien la définir. OK.
je crois comprendre aussi que c'est à ce moment-là qu'on décide un peu quelle loi de la physique va s'appliquer dans notre monde, lesquelles ne s'appliqueront pas, puis selon quels paramètres. C'est ça un peu? Oui, exactement. OK. Ouais. Puis moi, ça me ramène tout le temps à Donjons Dragons, puis l'univers de Forgotten Realms, parce que quand tu ouvrais, en tout cas, quand moi j'ai découvert Donjons Dragons, j'étais adolescent, puis quand tu ouvrais le Dungeon Master's Guide 3 ou 3.5, tu trouvais cette roue-là des plans, l'existence des plans les uns par rapport aux autres, et puis certains plans, ou même quand tu fais des demi-plans, s'il existe un demi-plan qui est une espèce de semi-monde, là, tout petit, comme un pocket world, ben tu peux décider que ce plan-là, si tu fais un homebrew, si tu travailles toi-même, ben, tu peux décider que la gravité est double, tu peux décider que la magie ne marche pas, il y a tout plein d'affaires de même. Le temps passe 2 fois moins vite relativement au temps sur le plan matériel. Ouais, fait que mon approche, pas mon approche, mais mon premier contact avec la construction cosmologique, puis bien comprendre c'est quoi ça, c'est quoi cet aspect-là de la démiurgie, pour moi, ça a été ça. Ça a été de découvrir le plan matériel, Shadowfell, puis le plan éthéré, puis le plan astral de Donjons Dragons. Enfin, peut-être qu'on peut en parler un peu parce que je sais que comme tu as perdu la moitié de ton temps à chercher Cosmogonie, je vais t'épargner de la job pour aujourd'hui parce que tu connais ça par cœur, Donjons Dragons. Fait que tu peux même m'en parler, ça me fait plaisir, mais je pense que ça, c'est un bon exemple de développer une cosmologie et je pense même que dans certains livres publiés par Wizards of the Coast, qu'il y a carrément des livres que leur mission, c'est de t'aider à créer ton univers à travers ça, puis de développer des plans d'existence, des choses comme ça. Fait que ça fait même partie du travail de maître de jeu, là, de faire de la cosmologie, même avec des règles établies. Mais je pense que là, il crée une cosmologie qui est en lien avec ce qui va se passer dans le récit. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix d'être conséquent avec certaines règles de ton jeu. Dans Donjons Dragons, il y a comme on en a parlé dans l'épisode sur la magie, il y a quand même un hard magic dans le sens que c'est mécaniquement inscrit dans les règles, comment on fait pour lancer un sort, par exemple, comment un prêtre prépare ses sorts. Il y a des prêtres qui préparent leur sort le midi, il y a des prêtres qui préparent leur sort à minuit, puis ils ont une relation avec une divinité, ils ont un alignement. Ben, par conséquent, ça prend un lieu où cette divinité-là existe, où cette divinité-là a un règne. Ouais. Fait que, dépendamment de l'alignement, quand je parle d'alignement, je parle de est-ce que le prêtre est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est loyal, est-ce qu'il est chaotique. Mais là, dans la cosmologie de Donjons Dragons, on retrouve un plan pour chacun de ces petits éléments-là. Fait qu'il y a le plan où on a de l'ordre, il y a le plan où c'est le chaos, il y a le plan où, bon, puis même qu'on trouve les entre-deux, là. Le chaos bon, le chaos mauvais. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui connaissent bien les jeux de rôle. Mais comme tu as expliqué pour l'alignement, on peut expliquer ça aussi, là, c'est quoi un plan? C'est un monde. C'est un monde. Mais pense multivers. Exact, ouais. Parce que là, ce qu'on a dans Donjons Dragons, c'est qu'il y a le plan matériel qui est le monde principal, où tu as des villages avec des orques qui viennent faire des raids. Tu as des humains qui vivent des problèmes humains. Exactement. Puis ça peut être j'ai vécu des games des fois où OK, il reste plus de chaume, faut aller en chercher au village voisin, tu sais. Fait que ça peut être très bas niveau, low stakes. Mais t'as tous ces mondes magiques-là qui tournent autour, puis auxquels on peut avoir accès d'une façon ou d'une autre si on est magicien ou si on se retrouve dans la marde, puis tu te ramasses dans 9 enfers de... Exactement. Fait que la cosmologie va justifier où les gens vont quand ils meurent. D'où la magie élémentaire vient. Fait que s'il y a de la magie qui fait du feu, ça prend, selon la théorie magicienne de Donjons Dragons, il y a un monde parallèle au nôtre qui est la source de toute flamme, qui est la source du feu. Puis si on a du feu dans le plan matériel, c'est parce que le plan matériel orbite ou du moins touche. Même qu'un bon exemple à ça, en tout cas, qui me met très clairement en tête de quoi on est en train de parler, c'est la conjuration. Quand un magicien décide de faire apparaître un démon pour se battre pour lui, ce démon-là, il naît pas à ce moment-là.
il est juste téléporté à partir de son propre plan d'existence. C'est comme si je mettais ma main dans un sac, là. Ouais. Je traversais jusque dans un autre univers. L'abysse, en Puis fait, là, probablement. Je le sortais de là pendant la durée de mon Ouais. sort. Ouais. Puis quand mon sort finit, ben, ils retournent chez eux. Fait qu'on a une belle image je pense que c'est l'image qui va avec Forgotten Realms Ouais. de la 5e édition. Et puis, dans cette image-là, ben, tu as le plan matériel. J'ai dit au début de l'épisode, c'est niaiseux, hein? Présenter des images, mais là, on va le faire. Plan matériel en plein centre, puis il est conjoint avec le plan éthéré, puis le plan Plane of Shadow, Shadowfell. C'est quoi le nom en français? Oh, tu m'en poses une bonne. Le plan des ombres. Plan des Dans le fond, l'idée derrière ça, c'est que plus tu t'éloignes du plan matériel dans le dessin, tu sais, qui est un cercle, plus ces plans-là, plus ces univers-là sont difficiles d'accès. Mhm. Puis, en puisant dans le folklore qui est bien réel, bien terrestre, bien humain, ben, on a le monde des fées, tu sais, où il y a les lutins, toutes les créatures de contes de fées qui sont très proches de nous, que des fois on les retrouve. Tu sais, par exemple, on peut trouver un cercle, comment on appelle ça, un cercle de sorcières, là? Tu sais, un cercle de champignons dans la forêt. Ouais. Puis là, même nous, il y a des croyances autour de ça. Fait que dans Donjons Dragons, ils vont juste vraiment puiser ça du folklore, puis ils vont dire, ben, un cercle de fées ou un cercle de sorcières, c'est juste un endroit où la limite, la frontière entre notre monde puis le monde des fées est mince. Puis ça, au niveau cosmologique, c'est superposé. C'est comme à chaque endroit qui existe dans le plan matériel, il existe le même endroit dans le Feywild. Et puis, ils se communiquent. Fait que là, tu peux passer de l'un à l'autre, mais t'es carrément, si tu fais 100 pieds par là, puis tu reviens dans le plan matériel, tu réapparais dans le plan matériel 100 pieds par là aussi. Ouais, ou si tu as une maison dans le plan matériel, cette maison-là existe aussi dans le plan des fées, mais elle est faite en pain d'épices, genre. Mm-hmm. Puis elle existe dans le plan des ombres, mais elle est faite en obsidienne, puis il y a des toiles d'araignée. C'est dangereux. Partout, puis... Ben, ce qui a d'ailleurs été comme l'inspiration pour Stranger Things. Ouais, je pense absolument. que c'est connu dans l'œil du public, ce concept-là, en grande partie par Stranger Things, parce qu'il en parle même en y référant comme étant le plan des ombres. Oui, absolument. Fait que le Upside Down, c'est Shadowfell. Quand les kids discutent avec leur prof de sciences, là, puis le prof de sciences, il tripe sur Donjon Dragon aussi, puis ils ont tous le même référent. Ils font comme, OK, dans le fond, The Upside Down, c'est Shadowfell. Ça me donne un référent commun. C'est vrai. Ah, puis même que je me suis questionné à un moment donné, je me demandais si dans Stranger Things, on allait avoir autre chose. Oui, de la roue des que le Upside Down. plans. On va-tu visiter le plan, je sais pas moi, du feu ou le plan de la glace ou... Mais bon, je comprends là, pourquoi ça peut être moins intéressant pour ceux qui ne geekent pas Donjon Dragon, mais... Ben, d'un autre côté, à chaque saison de Stranger Things, il y amène plus de Donjon Dragon, mais c'est toujours juste des parallèles, comme c'est quasiment une parabole qu'ils font. C'est parce que eux, c'est leur le lien qui les unit. Fait que quand ils sont témoins d'une situation où il y a une nouvelle bébite qui arrive, ils vont faire « Ah ben, comme cette bébite-là. » C'est juste un contexte d'interprétation pour les enfants. Mais aussi, c'est que c'est tout le temps un monstre. C'est tout le temps un monstre qui est associé à un monstre de Donjon Dragon, mais ils vont pas plus loin dans la roue des plans. Mettons. Non, c'est ça. C'est sûrement bien correct oui, aussi. Oui, c'est ça. Fait que les plans qui sont autour du plan matériel, puis moi, j'aime vraiment ça, une représentation graphique. J'en ai vu beaucoup en faisant la préparation pour l'épisode, mais ça semble être une façon normale, une façon qui fonctionne bien de faire un dessin graphique pour disposer les différents éléments de ta cosmologie. Ouais. Fait que on pourrait continuer de décrire là, la cosmologie de D&D, mais je pense que ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis au centre le plan matériel, puis plus on s'éloigne, plus les choses deviennent extraterrestres ou incompréhensibles. Mm-hmm. Fait qu'au-delà, dans le fond, le monde des fées puis le monde des ombres, c'est un monde auquel les humains pourraient avoir accès en rêve. Des fois, il y a une créature de ce plan-là qui peut, par mégarde, se retrouver dans l'autre. Fait que ça, c'est quand même proche de nous, puis il vit à travers nous par les histoires qu'on raconte, puis par fait que, tu sais, comme le bonhomme 7 heures. Ouais. Ben, le bonhomme 7 heures, sa maison est dans le plan dans le Shadowfell, puis il y aurait moyen de la trouver assez facilement si t'es un aventurier. Mais quand on s'éloigne, puis on tombe sur les plans élémentaires qui sont comme au-delà du plan matériel. Fait que ça, c'est vraiment comme, il n'y a pas de corrélation un pour un plan matériel
plan du feu. Ben là, on tombe dans quelque chose de plus capoté. Là. Mm-hmm. Puis t'es encore dans les inner planes. Ah ouais, on est... Parce qu'après ça, t'as les vrais capotés. Je pense qu'il y en a comme 12, 13, je sais pas. Il y en a combien? 16. 16. Fait qu'il y a 16 plans qui sont comme des formes de paradis, d'enfer et tout ce qu'il y a entre les deux. Oui, où les archétypes des émotions, des spectres de l'émotion humaine vont exister. Ouais. Puis, ils sont même disposés sur un axe que tout ce qui est en haut fait partie des plans bons, Mm-hmm. tout ce qui est noble, si tu veux. Puis tout ce qui est en bas fait partie des plans mauvais. Tout ce qui est à gauche fait partie des plans ordonnés, puis tout ce qui est à droite fait partie des plans du chaos. Puis là, dans cette roue-là, tu peux comme... Donc, complètement à gauche, dans le chaos pur, t'aurais, mettons, t'aurais les limbes, limbo, probablement. Ouais, Puis à droite, dans t'aurais ce cas-ci, en Mécanus. fait, mais ouais, c'est l'inverse, mais oui. OK, excuse-moi. Je regarde même pas, mais juste à côté de moi, la map. Oui, absolument. Fait que les limbes seraient le chaos neutre sur l'axe du bien et du mal. Mm-hmm. Puis le Mécanus serait l'ordre neutre sur le... Fait que le Mécanus, ce serait quoi? Ce serait là où il n'y a que l'ordre qui règne. Que ce soit un ordre bon ou mauvais, on respecte la loi, tout est organisé, tout est prédit d'avance, tout est... Puis c'est exactement ça que c'est. C'est une horloge, dans le fond, oui. le plan Mécanus, puis tout est réglé selon l'horloge. Puis... Fait que peut-être que, plutôt que continuer à décrire ça, parce qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. Ah oui, excuse-moi, il y a aussi le plan d'énergie positive, le plan d'énergie négative que j'ai toujours trouvé vraiment plate. Là. Ouais. C'est absolument dol de chez dol. OK, vous arrivez dans le plan d'énergie positive. Non, c'est juste pour motiver comme certaines sortes de forces magiques, je pense. Mais plutôt que de faire ça, peut-être qu'on peut regarder, mettons, justement, tu dis Mécanus, c'est une horloge. Fait que dans ce monde-là, la cosmologie nous dit, bon, ben, cette pochette d'existence-là, elle suit des règles différentes. L'ordre a prépondérance sur absolument tout. Et probablement, puis là, mes souvenirs sont pas très bons, ça fait longtemps que j'ai pas joué dans ces affaires-là, mais probablement que dans Mécanus, les règles, les lois de la physique obéissent à un ordre différent. Que dans Limbo, les limbes, qui est carrément le chaos. Là. Fait que là, tu vas jouer avec tes lois de la physique. Puis c'est là que l'aspect création cosmologique va plus loin que juste dire « Ah, il existe plein de petits mondes, un à côté de l'autre. » Je trouve que c'est super cool, c'est bien ordonné, puis ça fait qu'on comprend bien. Mais une fois que tu es dedans, là, si tu t'es téléporté dans cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe avec le personnage? Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un de normal, un humain, qui se ramasse à Elysium ou à... Ben, prenons Mécanus, Okay. c'est super intéressant comme exemple. Là. Mettons que tu as un héros qui se retrouve dans Mécanus parce qu'il a été téléporté par un vilain magicien ou peu importe la raison. Mais moi, je pense que Mécanus, c'est tellement ordonné que juste l'arrivée d'une variable inconnue, ça chamboule tout le plan. Fait que déjà, en partant, tu fais une entrée remarquée. Là. Tu peux pas comme amener un humain là-dedans sans qu'eux soient préparés pour l'arrivée de l'humain, sans que... fait que déjà, il arrive, tout casse, tout pète, l'horloge marche plus. On peut s'imaginer que tu te promènes dans un endroit qui est fait que de rouages et de il y a toujours un TikTok. Il y a toujours... Mais comme dans Mario 64, là. Ah oui, exact. On va le dire, là. Oui. Moi, j'ai déjà vécu dans une horloge le temps d'un tableau, fait que ouais, je vais l'imaginer comme ça, si c'est correct avec toi. Puis là, tu génères un genre d'immense effet papillon parce que t'es entré en collision avec quelqu'un sur le trottoir en tout cas, l'équivalent du trottoir dans le Mécanus. Là. Puis à cause de cette fraction de seconde-là où t'as arrêté la progression d'une des créatures de ce plan-là, ben là, ça crée une réaction en chaîne, puis là, tout le plan est en commotion, puis on t'amène devant les juges, les autorités de ce plan-là. C'est sûr puis... qu'il y a un tribunal. Tu sais, il y a comme... j'imagine que Mécanus est rodé à ce niveau-là aussi. T'sais. Tout est légiféré, tout est... Fait que, exact, c'est sûr. Puis le même protocole doit être infernal. L'heure à laquelle ça commence, l'heure à laquelle ça finit. Fait que t'as jamais le temps de rien faire parce que non, c'est fini, on passe au prochain, puis là, tu te retrouves propulsé dans une autre situation. Puis fait que moi, je pense que narrativement, déjà, juste... on a pris un des 16 plans. Là, ouais, mais déjà, je suis plongé dans Kafka.
Comme je suis amené là, puis on parle juste d'être dans un monde qui n'est pas notre monde à nous, mais c'est parce qu'il y a tellement une spécificité qu'on veut donner à ce monde-là. Ce monde-là a une énergie particulière. Fait que peut-être si on peut revenir à c'est quoi de la cosmologie, là. Ouais. Pour moi, il y a une partie qui est ça. Qu'est-ce que tu essaies de raconter? Puis si ce que tu essaies de raconter, c'est un jeu de rôle, ben, le racontage se fait à tout le monde ensemble autour de la table. Mais si tu essaies d'écrire une fiction, ben, tu as un thème, tu as quelque chose à dire. Fait que pour moi, tu racontes quelque chose qui va se passer dans un monde spécifique. Ce monde-là, tu peux altérer ses paramètres pour que ces paramètres-là représentent le thème que tu veux aborder, peut-être la finalité que tu veux que tes personnages vivent, la vérité qu'ils trouvent à la fin, la grande victoire, elle dépend des embûches qui sont devant eux, puis ces embûches-là, tu peux venir les façonner dans ta cosmologie. Je pense qu'en fait, c'est plus intéressant de faire ça parce qu'on commence en donnant l'exemple de Donjon Dragon, mais c'est un peu la cosmologie... comment je te dirais ça? C'est la cosmologie totale, puis en même temps qui sert à rien parce qu'ils n'ont pas le choix de la faire totale pour toutes les raisons qu'on a énumérées tantôt. En vrai, je pense que pour un univers qu'on crée, surtout si c'est pas pour un jeu de rôle, c'est un petit peu trop. Ça sert à rien de s'étendre comme ça. En tout cas, moi, je vois un avantage à être plus focusé, être plus parce que c'est la cosmologie de tout et de rien à la fois, ben, c'est de dire que pour chaque truc, il existe un monde. Puis ben, ce monde-là, tu peux aller le visiter. Puis je pense que dans une cosmologie qui tourne plus autour d'un récit, en tout cas, personnellement, j'irais vers quelque chose de plus petit, de plus proche de ce qui se passe avec tes personnages, comme tu as dit tantôt, le thème, le symbolisme, puis de te rapprocher. Il y en a des œuvres de fiction qui ont des cosmologies super pertinentes puis liées avec le thème qui est abordé. Pas toutes... J'ai fait une recherche rapide de c'est quoi les cosmologies dans les œuvres de fiction, puis je pense que l'affaire qui revient le plus souvent sur Internet, c'est plate là, quand tu googles puis tu checks sur Reddit, mais c'est les gens font des top 10 des plus grosses cosmologies, les plus gros multivers, puis j'arrivais pas à trouver... Le plus intéressant. Ouais, le plus précis, le plus en lien avec ce que tu essayes de faire. Ouais. Fait que finalement, j'ai regardé ces listes-là, puis beaucoup de... Bon, c'est du comic book de super-héros. Hein? On connaît le multivers de Marvel, de DC. C'est immense. Puis beaucoup de mangas, beaucoup de trucs en animé japonais qui sont immenses aussi. Puis, mettons, comment ça s'appelle? SCP Foundation? Ouais. SCP Foundation, c'est toute une cosmologie, là. Là, ça recouvre tout. On peut en parler un peu, mais ça, c'est une cosmologie qui est intéressante, mais là, t'es loin de juste la fiction standard. Fait que SCP Foundation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif d'écriture public, finalement, là, auquel n'importe qui peut participer. C'est sous forme d'un wiki, je pense. Oui, c'est un wiki. Puis, c'est les documents top secrets d'une compagnie, d'une branche du gouvernement, que leur travail, c'est de trouver et contenir des anomalies qui pourraient mettre toute l'humanité à risque. Je sais pas si ça fait un bon... Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est un bon exemple d'avoir comme une ambiguïté volontaire. C'est comme une ambiguïté stratégique. OK. Il y a rien de vraiment clair dans cette cosmologie-là. Elle est créée au fur et à mesure que des gens alimentent le projet, mais plus qu'elle se crée, moins qu'elle se définit. OK. Il y a des liens qui se tissent, il y en a d'autres qui se brisent. Puis finalement, plutôt que de partir en amont, de faire exactement ce que moi j'ai l'intention de faire, là, être en macro, puis commencer avec établir la cosmologie, bien, SCP Foundation raconte des histoires qui sont hautement affectées par la cosmologie. Et donc, cette histoire-là vient définir un peu la cosmologie du monde, mais tout le monde ajoute son grain de sel, puis à un moment donné, ça devient une cosmologie ultra englobante où tout ce qui a déjà été raconté en fiction est intégré dans l'œuvre puis fait partie de l'œuvre. Ben, parce que c'est collaboratif par sa nature. Oui, mais parce que aussi, il y a plein de posts, il y a plein de textes là-dedans qui incluent d'autres œuvres de fiction ou des choses qui sont arrivées dans le 20e siècle. Puis tout ça est inclus comme étant vrai et la réalité avec
Fait que, à un moment donné, le côté que c'est une joke puis c'est un meme, ça fait que même les jokes et les memes font partie de leur cosmologie. C'est comme l'affaire la plus englobante que tu peux imaginer. Au final, c'est exactement le contraire de ce que je cherche, tu sais, quelque chose de précis qui est en lien. Non, mais cette ambiguïté-là, je la trouve stratégique. C'est-à-dire, il y a tellement de flou qu'au final, ça donne un feel un peu horrifiant, un peu Lovecraftien, un peu... Tu sais, je suis comme, il existe tellement des anomalies étranges dans le monde qui sont toutes liées d'une façon ou d'une autre, mais que c'est complètement incompréhensible à l'esprit d'un simple humain comme moi. Fait que c'est le feel que ça vient chercher. Mais là, je me gratte la tête un peu parce que j'ai l'impression que le fait que SCP ait plein d'éléments étranges, Lovecraftiens, en quoi c'est de la cosmologie exactement? Là? Ben, c'est parce que quand, mettons, dans une nouvelle de SCP Foundation, il y a un truc dans une physique qui est non euclidienne. Ouais. Ben, ça, c'est un choix normalement que tu ferais en amont pour dire, ben, dans le monde, des fois, il y a des choses qui ne respectent pas les lois de la géométrie, puis que... Mais eux, plutôt que l'expliquer, ils le présentent comme une horreur. Ouais, OK. Fait que pour moi, c'est de renier le travail cosmologique, mais à force de le faire 10 000 fois dans ton œuvre, finalement, tu en as fait du travail cosmologique. C'est juste que tu n'es jamais dans l'explication, tu n'es jamais dans les mathématiques. Tu es toujours dans le mood. Puis toute cette cosmologie-là, au final, elle existe pour ton lecteur. Fait que, par exemple, il y en a un, moi, qui me revient, qui est la... C'est toujours comme un dossier, comme si ça avait été classé. Là. Oui. Voici l'anomalie, voici ce qu'on a fait, Oui, voici oui. comment... Bon. Puis il y en a un qui c'est un escalier, une cage d'escalier qui descend dans un bâtiment. Puis ils se rendent compte qu'ils perdent des gens, parce que l'escalier descend sans fin. Il n'y a pas de fin à cet escalier-là. C'est comme un escalier infini dans un bâtiment. Fait que là, ils envoient des équipes qui sont reliées avec un poste de commandement pour savoir jusqu'où on peut aller, puis qu'est-ce qui se passe. Puis il se passe tout plein d'affaires dans cette cage d'escalier-là. Fait que toi, tu dis que du fait que eux, dans cette histoire-là, ce qu'on retient, c'est que c'est possible dans cet univers-là qu'il y a un escalier infini. Ouais. Donc, on amène la possibilité de c'est non euclidien, dans le fond, là, parce que cette cage d'escalier-là peut pas... Elle peut pas rentrer dans un bâtiment. Dans l'espace-temps. Bon, fait que on vient de faire un choix cosmologique. Ouais. Puis qui va être canon après ça dans le reste de l'œuvre. Exactement. OK. Intéressant. Fait que normalement, si je voulais travailler d'une façon très, très macroscopique et aussi très structurée, je dirais, OK, quand j'invente ma cosmologie, là, il faut que je motive mon escalier. Comment je m'arrange pour expliquer comment l'escalier est apparu? De quelle façon est-ce que l'escalier coexiste avec telle autre affaire? Tu sais, ça, SCP Foundation se refuse à faire ça. Ce que je trouve qui est une très bonne approche si ce que tu fais, c'est un travail collectif. Ouais. Parce que jamais que... Si moi, j'ai écrit l'histoire de l'escalier, j'apprécierais probablement pas que quelqu'un écrive l'histoire de pourquoi l'escalier à ma place. Non. J'aime bien mieux que ça soit... C'est un mystère que j'ai créé. C'est cool, c'est un mystère. Tu sais. OK, ouais. Ouais. Puis ça, SCP ressortait souvent quand tu cherchais des genre top 10 de... Ouais. Ah, ouais. Mais des top 10, ce que moi, je cherchais, c'était qu'est-ce qui existe comme cosmologie cool, puis les top 10, c'était les plus grosses cosmologies. T'en as-tu trouvé des cool, hein? Non, dans le sens où moi, j'arrive à trouver, il y en a que je trouve qui ont quelque chose à dire, mais au final, Reddit n'est pas fait pour ça. Je pense que les gens, ils sont vraiment axés sur dire qu'est-ce qui englobe le plus d'affaires, qu'est-ce qui est le plus gros. J'ai trouvé des cools en faisant d'autres recherches. J'ai aussi trouvé quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui était le rapport. On en a parlé, je pense, au tout début, peut-être l'épisode 0, là, quand mais le côté, est-ce que tu crées un univers séparé de notre monde ou un univers qui est superposé à notre monde? Ça, c'est un choix cosmologique à faire dès le départ. Si tu veux créer ta démiurgie, puis tu dis, moi, ma cosmologie, c'est celle d'un monde complètement différent du nôtre, fait que je vais y aller bonkers. Je m'en vais dans tous les sens, puis c'est très cool. Ou moi, ma cosmologie, c'est celle de notre univers. Et donc, il faut que je la fasse s'aligner avec des choses qu'on connaît de notre univers ou qu'on comprend. Il faut que
que je renie la science ou que j'inclus la science ou que je renie des croyances religieuses ou que je les inclus. Toutes ces choses-là. Je pense à, mettons, His Dark Materials. Ouais. Tu sais, ça joue beaucoup avec la religion, les religions abrahamiques, les croyances des anges, de Dieu, etc. Tout ça est intégré dans la cosmologie. Il faut que tu sois capable de le motiver puis de le construire. Je me souviens pas qu'est-ce que Philip Pullman avait fait exactement là-dessus parce que j'ai lu ça il y a très longtemps. Et je sais qu'il y a une série télé maintenant. Ouais. Je ne l'ai pas regardée. Donc, je ne sais pas trop, mais je sais que dans le tome 2, puis même encore plus dans le tome 3, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport aux anges. Tu sais. Mais... c'est Spoiler. drôle. Ouais, spoiler, mais... Tome 3. Ouais, désolé. Spoilers, il y a des affaires, c'est les anges. C'est pas ça. ça, un spoiler. Mais c'est un petit peu ça, moi, que j'avais écrit dans notre préparation. C'est que c'est rare en première partie qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait, mais moi, j'ai trouvé que j'étais déçu. Je trouvais que ma cosmologie était plate parce que j'avais fait ce choix-là d'être calqué sur la règle zéro, d'être notre monde. Fait que là, je me retrouvais à être comme obligé de faire système solaire, les satellites naturels de ma planète. Quand t'aurais voulu faire Teletubbies, là, ouais, t'aurais voulu exactement. te pitcher dans une cosmologie complètement aberrante. Les Teletubbies, c'est une excellente... C'est un bon exemple parce que, regarde, tu vois, il y a un bébé dans le soleil. bébé dans le soleil, il y a un aspirateur anthropomorphe, puis il y a 4 personnages qu'on peut pas comprendre sont quoi, Puis mais ils sont ont une nécessairement- TV dans le ventre. C'est ça, puis la télé montre des images de notre monde à nous. Oui. Fait qu'il y a un lien. Il y a un lien là, avec notre monde. Ouais. Ouais. Mais c'est ça que j'ai À un trouvé moment donné, difficile là, on fera la critique de pour- Teletubbies. de l'entièreté de la série. Faut la regarder, puis on fait la critique démiurgique des Teletubbies. Penses-tu qu'il y a des éléments... Je pense qu'on vient de la faire. Il y a des éléments cosmologiques qui sont cachés comme dans un épisode, à telle minute, il y a un truc qui arrive juste une fois, puis c'est la clé pour tout comprendre. Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est tout le temps la même affaire répétée, chaque épisode. Mais pourquoi un bébé dans le ciel? Dans le soleil? Dans le soleil, je sais pas. Les 4 Teletubbies ont 4 couleurs différentes. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que ça représente quelque chose? Ils sont en ordre de grandeur comme les frères Dalton. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup... Ah oui, puis ils ont un truc, une espèce de... Mais ils ont chacun leur symbole. Ils ont le sur Goddy sur la tête, là. Ils ont un nom. Ils ont tout un Ils nom. ont tout un nom. Écoute, Ils sont presque genrés, je pense. Là. un peu, hein? Ouais. Lala. C'est ça. Mais- Peut-être que c'est un biais, là, mais Ouais. ouais. Il y a quelque chose. Mais Dipsy, là, les gens en parlent pas beaucoup. C'est comme un peu... c'est le vert. Ouais. OK. C'est le laisser pour compte, je pense. Tu penses que le vert, c'est le laisser pour compte? Ouais, parce que Poe, c'est un peu ton Elmo, là. Il est jeune, il est dynamique. Il est rouge. Tinky Winky, il a de l'air d'avoir C'est le chef. ouais, d'être le chef. C'est Leonardo dans les Tortues Ninja, genre. Puis, ouais, c'est Leonardo. Ah, OK, ouais, je peux le Dipsy, voir. c'est je peux Donatello. le voir. Ouais. Ouais. Il est plate. Hey, mais ce que je disais avant Fait qu'on qu'on on le fera pas l'épisode sur Teletubbies, on on vient de le faire. Ce que je disais, c'est que je trouvais que je m'étais je m'étais forcé, je m'étais emprisonné moi-même dans un monde où je devais justifier les phénomènes qui se passent dans mon histoire. Ouais. Je devais les justifier par la physique plate, triste de notre monde. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu te retrouves dans ce contexte-là, finalement, tu peux appliquer la règle zéro puis juste jamais parler de cosmologie. Oui, je sais, mais après ça, quand tu dis, ben moi, je vis dans un monde où les règles de la physique sont exactement les mêmes que dans le monde réel, le modèle planétaire, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que ce personnage-là peut faire de la magie? Exactement. Mais ça, c'est le mandat de ton travail cosmologique, effectivement. OK. Ouais. Parce que si tu inclus la magie, ben là, t'es pas exactement dans les mêmes paramètres que notre monde. Puis si tu dis que tout ça fait partie de notre monde, puis c'est juste une autre galaxie, écoute, tu pourrais balayer ça en dessous du tapis en disant « Oui, mais dans cette galaxie-là, la magie fonctionne. » Puis c'est tout. Puis on va pas fouiller plus loin. Parce que ça veut pas dire que... C'est pas parce que tu ne fais pas de cosmologie appuyée et forte que tu fais de la mauvaise démiurgie. Je pense que chaque élément de ta démiurgie n'a pas besoin d'être hyper hot. Il y a des affaires que tu peux juste dire, ben moi, ça ne m'intéressait pas de travailler ça et je trouve que c'est pas en conversation
avec mon œuvre, avec mon propos. Fait que je l'ai laissé traîner. Fuck you. Oui, T'as le droit de faire ça. c'est ça, sauf que autrement, ça m'intéresse. C'est comme si j'avais raté le bateau. Tu sais, Ouais. Au début, j'étais T'aurais comme, aimé j'aurais ça. dû penser à ça avant. Puis, Je comprends. mais parce que moi, il y en a plein qui me viennent en tête des cosmologies hallucinantes, surtout venant du jeu vidéo. Tu sais, Ouais. mais Legend of Zelda, il y a de quoi là, tu sais, qui se passe, puis même qu'il y a de quoi qui se passe d'un titre à l'autre. Le guerrier du temps, la réincarnation de ce guerrier du temps-là. La timeline qui fonctionne super bien puis qui n'est pas mélangeante pantoute, avec les 3 branchements qu'on comprend pas pourquoi. Dark Souls. Tu sais, le Ouais. fait qu'on pense pas à... Les Elder Scrolls, là, c'est immense Ah, ça comme, aussi, ouais. comme mythologie, comme cosmologie, excusez-moi. Ouais, le fait que oui, il y a des étoiles dans le ciel, mais chaque étoile est en fait un trou dans notre frontière, puis chaque étoile est une porte qui mène vers Oblivion, tu sais. Ouais, Puis, ouais, ouais. fait qu'il y a des décisions que je suis comme c'est malade, c'est malade. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Puis là, je suis dans une genre de... Je boude finalement mon œuvre parce que je suis pris avec... ben non, moi, j'ai un leg de la terre, tu sais. On peut en parler ça, si tu veux, mais bouder son œuvre, c'est la moitié de la job. Pour vrai, là, de faire tout le temps, je fais OK, là, j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée cette journée-là, mais on est 7 ans plus tard. Et je suis pogné avec cette idée-là. Puis finalement, c'est pas une idée qui m'intéresse du tout, puis j'aurais dû choisir l'autre affaire, mais il est trop tard parce que j'ai tellement investi de temps que là, j'ai juste le choix entre tout scraper, recommencer, ou accepter que j'ai eu cette idée-là puis que ça va pas être l'affaire la plus cool. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont des démiurges et qui sont partis 3-4 mondes. Ah, c'est ça. C'est ça qui ben arrive. là, Là, ben oui, là tu fais évidemment. comment? J'ai une bonne idée, mais elle ne fit pas. Ben, c'est une bonne idée pour un autre monde. Ben, c'est pour ça que moi, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui écoutent, c'est comme cosmologie. Pensez à ça. Mhm. Première affaire qu'on règle, cosmologie. Si c'est un flash, je pense que ça peut déterminer bien des affaires. Là. Puis je pense que tu as raison quand tu dis première affaire qu'on règle. Je pense pas que ça devrait être la première affaire que tu fais. Je pense que tu devrais arriver avec plein d'idées, brainstormer n'importe quoi sur l'histoire de tes personnages. Oui. Puis si tu fais un jeu, vidéo ou un jeu de rôle, ben t'as pas vraiment l'histoire du personnage au même titre, mais de savoir genre c'est quoi le setting, c'est quoi le cadre sociopolitique, le cadre narratif. Ça, ces choses-là sont vraiment cool. Tes idées, pour moi, devraient venir de là. Puis là, tu mets ça sur pause, puis là, tu dis OK, dans quel paramètre universel est-ce que ça peut chaîner? Et là, tu définis ta cosmologie, puis après ça, tu pars en vrille pour toute ta création. Je pense que c'est je dis pas que c'est la panacée, là, c'est pas la meilleure façon de fonctionner, mais c'est une façon de fonctionner que je trouve comme clairement ça serait un bon tips and tricks là, si tu es un peu perdu et tu sais pas comment faire. Mais c'est parce que je pense que si ton étincelle, si ton idée, ton amorce, vient pas de la cosmologie, ben là, tu commences, puis à un moment donné, ben, ta cosmologie est forcée par ce que tu as fait. Ouais. Fait que c'est ça. Ça peut devenir un regret, Joël. Dit-il, avec le regret dans le regard. Non, mais parce que moi, je fais de la recherche un peu, puis là, je tombe sur un démiurge que son monde, sa cosmologie, son idée de base, c'était ben l'espace, nous, dans notre monde, c'est un vide infini. Ouais. Ben moi, l'espace dans mon monde, ça va être une matière infinie. Mm-hmm. Fait qu'à la place d'avoir comme l'univers qui s'étend dans toutes les directions, puis c'est peuplé vide, de matière. C'est comme ben lui, rembourré. il y a un landmass, il y a une masse terrestre qui s'étend à l'infini. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, ben mon Dieu, c'est parfait pour l'exploration dans le sens où tu peux t'éloigner constamment de ton point de départ, puis il n'y a jamais c'est pas sphérique, il n'y a pas de retour, mais il n'y a pas de frontière non plus. Mm-hmm. Tu sais, jouer avec le concept de l'infini. Oui. Puis, je le Mais c'est trouvais ça, bien on plate. est tellement dans les hautes sphères qu'on peut créer quelque chose de complètement fou. Puis c'est difficile on dirait que, en tout cas, moi, je suis adulte, puis j'ai plus l'imagination d'un enfant qui dessine mal. Mais on dirait que c'est dans ce mindset-là que tu as vraiment les bonnes idées cosmologiques. De juste inventer quelque chose qui est complètement farfelu. Puis après ça, tu l'installes sérieusement dans une histoire et ton histoire est unique. Ouais. Il y a personne d'autre qui a fait ça, puis il y a personne d'autre qui propose, tu sais, qui a la même proposition que toi, qui n'est même pas une proposition narrative, juste
t'as offert quelque chose, un monde que les gens connaissent pas puis comprennent pas. T'sais. Puis ça fait aussi que tu sombres pas dans les clichés. Parce que c'est facile de tomber dans le cliché quand tu dis, ben moi, cosmologie, ben oui, ben écoute, dans le fond, il y a le monde normal, il y a le paradis, il y a l'enfer. OK, cool. Combien de personnes ont fait ça avant? Faut que tu le fasses bien, il faut que tu aies quelque chose à faire avec ça, parce que sinon, c'est plate à mort. Ou juste, il existe le plan matériel, la vie normale, et c'est tout. Puis je pense que ça dépend quel type d'histoire tu racontes. Ou ton histoire se passe en enfer, puis là, tu détermines comment l'enfer se comporte, c'est quoi les règles. Un récit bangsien, ouais. Si on se souvient de nos propres épisodes. Mais ça me fait penser que, justement, j'avais un exemple sur... j'ai trouvé les 5 niveaux de coller ou décoller de notre perception en faisant de la recherche sur Internet. J'ai trouvé des trucs. Puis moi, j'ai conceptualisé souvent comme 2 points, c'est-à-dire soit c'est notre univers, soit c'est pas notre univers. Mais j'ai trouvé ça, puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai essayé de faire l'exercice mental, de trouver des exemples. Okay. Et j'ai essayé de trouver des exemples de films québécois. Ah. Juste pour aller ailleurs, j'ai dit, je vais me trouver des exemples qui sont un peu pas sur Internet. Fait que le niveau démiurgique, cosmologique, excuse-moi, 1, c'est quand la cosmologie du monde est exactement la nôtre. OK. Fait que, normal. Tout est normal, il n'y a rien qui se passe. J'appelle ce niveau-là le niveau normal. Plate, mais peut-être t'en as pas besoin de faire de la cosmologie pour ton œuvre. Puis là, j'ai écrit... Les Boys. Les Boys. Non, t'as pas écrit Les Boys. Non, j'ai écrit Le déclin de l'Empire américain. Ah oui, OK. Ouais. Mais Les Boys, tu comprends? Genre, c'est juste ça. Après ça, le niveau 2, c'est que t'es pas dans la normalité, t'es dans le peut-être. Peut-être que ça arrive. Fait que je pense, par exemple, j'ai nommé Bon Cop, Bad Cop. C'est que c'est pas quelque chose qui arrive souvent à tout le monde. Ou, mettons, Nitro. Les films d'action sont dans le peut-être. OK. Tu sais, c'est-à-dire, ça arrive pas souvent quelque chose d'aussi bizarre. Fait que ton récit, il est pas exactement dans la vie normale d'une personne normale, mais il est encore dans ta cosmologie ultra normale. Tu t'éloignes graduellement de la réalité. Là. Okay. Exactement. Okay. Tu t'éloignes du quotidien de ton lecteur. Parfait. Mais t'es pas dans une cosmologie bizarre ou à tout casser. Non. Tu t'es juste éloigné du quotidien de ton lecteur. Ouais, okay. Après ça, quand tu passes au niveau 3, c'est là que tu tombes dans... il y a du surnaturel, il y a de l'étrange, là, il y a du cosmologique qui n'est pas celui qu'on connaît. Mathusalem. Niveau What If, mon exemple, Mathusalem. Ah, yes! Yes! Je trouve ça hot qu'on ait connecté là-dessus parce que je me suis dit, c'est quoi les... Puis on a parlé de Carmina dans un autre épisode, puis j'aurais pu nommer Carmina. Oui. Non, Mathusalem. Mais c'est ça, c'est genre, il y a une affaire, c'est qu'il y a un fantôme. Ouais. C'est tout. C'est une affaire. Il y a un fantôme, puis là, ça mène à d'autres affaires, puis tout. Mais le point de départ, c'est vraiment juste ça, puis c'est pas une cosmologie complètement réinventée. C'est juste que les fantômes sont parmi nous. En tout cas, Charles de Beauchesne. C'est ça? Non, Charles Beauchesne, c'est quelque chose de Beauchesne. Chevalier de Beauchesne. C'est quoi son prénom? Je m'en rappelle plus. C'est Marc Labrèche. Hein? Marc Labrèche de Beauchesne. Ouais. Je me rappelle juste que c'était Beauchesne, son nom. Le monde à l'envers, niveau 4, c'est que tu as pris ton univers, puis la cosmologie fait quelque chose qui est complètement bizarre, complètement survolté. Puis c'est pas juste un élément, c'est ton monde, il est viré sans dessus-dessous. Fait que c'est peut-être... Ça, c'est le cas de beaucoup de récits qui sont juste de la science-fiction. Okay. C'est dans le futur, puis c'est peut-être pas notre cosmologie à nous, parce qu'on a découvert que, dans le fond, le voyage dans le temps est possible, ou dans le fond, ces affaires-là. Là. Mon exemple que j'ai nommé, c'est Screamers. OK. T'es large sur le cinéma. Québécois? Oui. Okay. J'ai décidé de ratisser, parce que ça a été produit à Hollywood, mais c'est tous des Québécois qui ont fait ça. Okay. On danse à l'Olympique avec Roy Dupuis, come on. Ouais. Fait que souvent, la dystopie. Là, c'est drôle parce que c'est... La cosmologie est comme la nôtre, mais non, floup! C'est l'échelle des quand t'écoutes un film avec un de tes parents, puis il fait « Attends une minute. » Le plus on avance dans les films, c'est « Oh, t'as peu, là. Wow. » T'as peu, là. Ça s'en vient weird, ton affaire. OK. Puis, le dernier niveau 5, c'est... il en reste juste un. Il en reste juste un. Okay. Ça, c'est vraiment que tu as redéfini les paramètres de l'univers. Là, tu es dans la personne, le démiurge derrière ça, s'est assis à sa table cosmologique, puis il a inventé une affaire. OK. Je sais pas c'est quoi j'ai nommé. Ah ben.
J'ai pris un exemple à la suite de ce qu'on a fait ensemble, toi puis moi, mais Babine. Ah oui, OK. Babine, il y a de la magie. Ça suit les règles de... Puis j'imagine que dans un récit de science-fiction comme Screamers, t'es dans le niveau 4, mais si c'est un récit de science-fiction qui est complètement déconnecté d'une autre, c'est-à-dire... Tu peux tomber dans le niveau 5. Dans une autre galaxie, nanana, tu sais, mettons, je pense à Star Wars, Science Fantasy, tu sais, c'est pas du science fiction. Puis c'est quoi la différence? C'est ça. C'est qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne avec nos règles à nous. La force existe. Fait que quand tu dis la force existe, tu as fait un travail cosmologique, puis peut-être que tu dis que tu donnes une raison à ça, puis tu appelles ça des médichloriens. Puis là, tu te mets du monde à dos. ou des wills. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais peut-être que tu fais pas ça aussi. Tu fais juste dire la force existe, mais tu es déjà dans une œuvre où tu as amené ça au niveau 5, au niveau cosmologique. Puis c'est ça que Donjon Dragon fait. C'est ça que notre conversation, nous autres, aujourd'hui, apportait sur le niveau 5. T'sais. Mais il y a tous ces autres points entre les deux. Par exemple, quand c'est surimposé comme à Harry Potter, c'est juste la magie existe, mais c'est tout. À part de ça, c'est notre monde. Fait qu'on est entre 4 puis 5, puis on peut... Robin, c'était là, genre. Ouais, ben là, il y a le oups. Il est inexplicable. Le rapidotron, on ne sait pas trop comment ça marche. 5. Mais juste le fait qu'il y ait un tunnel entre le cheval puis le cheval à Robin. Puis exact. Ben ça c'est niveau 2, là. C'est, peut-être qu'il y a un tunnel. Ouais. Oui, non, mais OK, puis la matrice, ce serait 5, mettons. Absolument. Mais ça aussi, tu sais, cosmologie, là, parce que la matrice, on pourrait dire que c'est 4, juste parce que c'est juste notre monde dans le futur. Puis il y a une simulation qui a été faite par une intelligence artificielle, tu sais. Ouais. Mais si tu écoutes la matrice 2, puis 3, puis même la matrice 4, tu sais que tu es au niveau 5 en réalité, tu sais. Ça devient vraiment plus intense avec beaucoup, beaucoup de logiciels qui ont beaucoup de l'air de dieux et de demi-dieux. Oui, c'est ça. Ouais. OK. D'ailleurs, la cosmologie est en lien très serré avec la mythologie, souvent. Ben oui. Mais pas du point de vue les peuples et les mythes auxquels ils croient, mais vraiment du point de vue le Panthéon, qui est canon. Fait qu'à un moment donné, il va falloir parler de ça aussi. Il y a aussi le fait que ta cosmologie, c'est de la vérité pure. C'est pas interprété par un personnage dans ton monde. T'es vraiment assis à ta table de démiurge puis tu gères des paramètres qui sont vrais. Ouais. Puis ces paramètres-là, après ça, peuvent être interprétés puis peuvent participer à la création de mythes puis peuvent mettre à la base. C'est ça. Puis comme pour tous les éléments, comme tu dis, ça peut être interprété. Fait que tu peux développer la cosmologie telle que conçue par un savant de son époque dans ton monde. Mm-hmm. Mais c'est pas ça, ta cosmologie. Non. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Dans le fond, il faudrait que tu décides si tu as des divinités dans ton monde. Ils participent à ta cosmologie s'ils sont des réelles entités. Ouais. Avec lesquelles les gens cohabitent ou transigent. Puis aussi, la personne qui fait, mettons, le savant fou qui fait la map des mondes, des plans de D&D, là. Ouais. Lui, il est au courant de ça, puis tout. Fait que là, tu as tout un rapport à la vraie cosmologie, la fausse cosmologie. Cette réflexion-là, pour moi, il faut l'avoir dans la réflexion sur le monde connu, pas dans la réflexion sur la cosmologie. Non, tu as raison. Ouais. OK. Un texte, s'il te plaît, Julien. Ben oui. Est-ce que tu as fait un texte en lien avec la cosmologie? Écoute, non. OK. Comme peut-être un peu... très, très, très étroitement, mais non. Okay. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai frappé un mur avec ma cosmologie, puis ça va être pour plus tard. Il va falloir que je fasse un petit peu de remaniement. J'ai quand même la chance, moi, d'avoir... Tu la trouves plate, mais je suis sûr que tu peux trouver des points. Là. À date, tu arrives avec beaucoup de bon matériel. Je suis toujours content de ce que tu nous offres pour Valterra. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose de cool au niveau cosmologique. J'ai une idée cosmologique qui sort de l'ordinaire puis qui peut être justifiée dans mon monde, qui peut cohabiter avec le monde réel. Je t'en parlerai peut-être après ma lecture, même si j'en parle pas vraiment dans ma lecture, mais ça va me faire plaisir d'explorer ça tantôt. Cool. Ce que je m'apprête à écrire n'est pas facile à nommer. Rassure-toi, c'est pas mon testament que tu es en train de lire, même si ce serait infiniment moins triste. Non. C'est le testament de la race édificiaire entière, du moins tel qu'on la connaît. Le document que tu tiens dans tes mains deviendra assurément le plus dangereux de notre époque,
et ne fera que gagner en perniciosité tant et aussi longtemps qu'il continue d'exister. Si tu as hérité seulement la moitié de la jugeote de ta mère, j'ai confiance que tu le détruiras après sa lecture. Mon espérée, ma précieuse, ma douce Ferkshem Sadsadeg. Si j'avais su que notre temps ensemble était compté, j'aurais passé plus de temps à me perdre dans l'océan de tes yeux et moins de temps à étudier le firmament. J'aurais passé plus de temps à contempler tes traits, à mesurer tes apprentissages, qu'à mémoriser les formules alchimiques, qu'à m'enfermer dans mon observatoire à calculer, déchiffrer, cataloguer, cartographier puis philosopher. Entends-moi bien, Ferkshem Sadsadeg. J'ai divisé l'atome dans les champs de sel du Vikshem. J'ai visité la cité d'or transmutée des anciens, foulé la surface de 2 lunes, stabilisé la forge flottante d'Abeldar Sadeg. Je me suis tenu sur le seuil de l'horizon des événements, d'un trou noir, puis j'ai sondé les entrailles d'une nébuleuse obscure. Rien de ça n'égale le sentiment de fierté que je ressens quand tu souris, quand tu apprends un nouveau mot, ou quand tu gazouilles une chanson inventée. Ferkshem Sadsadeg, ma coccinelle, j'ai le cœur en miettes. Je sais c'est comment de grandir pas de père. Le mien est parti sonder la comète d'Arev Sadeg, un peu avant mon 2e printemps. Quand il est revenu, j'étais déjà marié avec ta mère. Je comprends maintenant qu'il a fait un sacrifice, comme celui que je m'apprête à faire, mais pas pour les mêmes raisons. Puis pas aussi important. Pour tout le reste de ta vie, mon nom va être synonyme d'horreur. Puis j'espère être capable de faire appel à ton amour inconditionnel quand viendra le temps pour ta mère de te donner cette lettre. Tes oncles et moi avons décidé de renverser le Conseil des Anciens après la découverte d'une sonde d'origine inconnue dans notre système solaire. L'engin transmet, entre autres choses, des plans, des formules mathématiques et des inventaires chimiques qui nous laissent croire qu'il provient d'une civilisation capable de fission. Il transmet aussi un avertissement concernant l'arrivée d'un parasite cosmique. C'est précisément sur ce point que notre cabale est en désaccord avec les Anciens. Eux veulent communiquer avec la sonde afin d'en apprendre plus sur le parasite. Nous croyons fermement qu'il faut préparer silencieusement notre population au passage de l'appareil afin qu'elle ne détecte rien d'intéressant, qu'elle continue son chemin. On militait déjà pour l'occultation de certains savoirs qu'on jugeait trop dangereux. Ce premier contact avec une vie extraterrestre ne fait que justifier nos méthodes extrêmes. Certaines mesures sont trop draconiennes pour être mises à l'écrit, mais notre objectif est simple. Effacer toute trace de progrès de notre civilisation et replonger les édifices dans un âge préhistorique empreint de superstition. Cette nouvelle ère romantique sera axée sur l'agriculture, l'élevage, la poésie, la musique et la crainte du progrès par la crainte du surnaturel. Une migration vers les galeries d'Edelvec sera nécessaire et permettra aux premières générations de bénéficier d'une source de protéines renouvelable, en plus d'échapper aux analyses de la sonde. Un sabotage de notre base lunaire de contrôle des marées assurera une destruction totale des laboratoires maritimes, tandis que l'abandon de nos observatoires à nos bioserviteurs augmentera à 91% les chances qu'ils succombent au passage du temps. Ces derniers sont d'ailleurs génétiquement programmés pour s'éteindre après une vingtaine de cycles. Dans le cas d'une anomalie, nous pouvons compter sur les Arcourang pour les exterminer. Finalement, je deviendrai Xelek Gesed Asek Jedef, le dévoreur d'au-dessus. Un genre de croque-mitaine de la surface avec qui les édificiers auront conclu un marché. Ne jamais regarder en haut, ne jamais s'aventurer dans le dangereux chemin du progrès et ne jamais rien découvrir. Cette ère n'est qu'une parenthèse dans l'existence édificiaire coccinelle. Notre cabale ira s'installer loin à l'ouest des galeries. Alors que tu lis ces mots, nous disposons de 16 983 cycles avant le départ de la sonde de notre système solaire. Viens nous rejoindre, coccinelle. Ensemble, on sera les protecteurs du savoir édificié. Ensemble, on lèvera le voile de l'ignorance. Ton père, pour toujours, Xelek Gesed Asek Jedef. Yeah! Xelek, Hey, moi, je m'attends tellement à me faire ramasser sur mes noms puis mon idéo-langaison. Mon idéo-langaison de coin de table, on va se le dire. Xelek, c'est que c'est. Je vais l'avoir.
Hey! Hey, Xelek, raconte- Gesed, Asek, Jedef. Ah, Xelek Joseph. Oui. Je vais Xelek Joseph. Ça va finir par rentrer. Mais ça va lis-le, finir il est par dans le texte, Joël. Ben, pour ceux qui ont le texte écrit, ouais, on va commencer par parler de ton idéolangaison parce qu'il y a une affaire qu'il faut que je dise si je veux dire aux gens de le lire. Ben, regardez le texte si vous avez le texte devant vous. Le personnage de Xelek Dasekjedev, Le père. le père, le narrateur. Son nom s'écrit sans voyelle, sauf une. Et j'imagine c'est parce que tu as pris la décision dans ton idéolangaison que la façon d'écrire le mot, la translittération dans l'alphabet roman, omet toutes les occurrences du son « est ». T'as-tu compris? Donc, toutes les voyelles qui ne sont pas « est » sont représentées, toutes les voyelles qui sont « est » ne sont pas représentées. Bingo. Ouais, fait que là, ça se lit XLKJSDH-A-SKJDF. C'est exotique. Il y a des apostrophes. C'est vrai, il n'y en a pas dans lui, mais il y en a dans d'autres. OK, mais on reviendra sur Ouais, les ouais. détails de ça plus loin, mais je voulais juste être capable de prononcer le nom du personnage avant qu'on ait la discussion. Mon seul but, c'était de créer quelque chose qui, visiblement, n'est pas humain, tu sais. Qui n'est pas du latin aussi, tu sais, pour C'est qu'on ça. comprenne. Parce que ça serait bien le bout de la marde si on mélangeait ce qu'on lit là avec du latin. Là, c'est bien que tu les places ailleurs l'un de l'autre. OK. Fait que, est-ce que tu veux nous en parler ou je te passe mes critiques? Ben, dans le fond, je me disais que j'allais essayer d'effleurer ma cosmologie, mais du point de vue d'un personnage qui est presque pas omnipotent, mais tu sais, je veux dire, il a tellement acquis de connaissances. Omniscient. Omniscient, Mais ouais. il est vraiment au courant. Il est au courant. Fait que moi, j'ai l'impression que lui, il en connaît plus sur notre univers que même le docteur Anemone Jagger. Ah, absolument. Mais à date, le Anemone Jagger, c'était celui qui nous avait servi le texte le plus au courant de son univers. Mais il était au niveau technologique, au niveau stellaire, interstellaire même, mais pas au niveau cosmologique. Non, c'est J'ai ça. l'impression que lui, oui. Là, tu sais. Ouais. Puis c'est un personnage qui est dans une guerre de factions que nous, on vit pas, qu'on n'a pas, on n'a pas vécu à date dans ce que tu racontes, qui se passe à une autre époque complètement. Est-ce que tu es à l'aise de divulguer c'est quoi cette époque-là? Parce que tu nous parles de cycles, puis moi, je ne connais pas les cycles. Ben exact, c'est ma twist pour pas révéler le nombre. Ok, là, parfait. Mais dans le fond, c'est dans le très, très ancien. Mhm. Mon- T'appliques la règle de Mauger. Ouais, exact. De pas donner de nombre. Sauf que je veux... Ben, premièrement, la sonde, c'est l'empereur. Là. Ouais. Puis, mettons, à échelle de notre propre système solaire, imagine qu'un objet entre dans notre système solaire. Ben, on parle de juste la durée de temps que ça prendrait avant que ça l'atteigne notre planète, puis après ça, que ça la dépasse, puis que ça sorte de l'autre côté. Tu sais. C'est ça. Mais eux, là, les édificiers, à ce moment-là, ils ont la technologie pour repérer un objet qui vient d'entrer dans le système solaire, et non seulement pour le repérer, mais aussi pour analyser ses transmissions. Ouais. Parce que là, il voit une sonde qui est extrêmement loin, puis il dit, ben ça, là-dessus, il y a des plans, il y a des... tu sais, il y a un élément de culture, tu sais, il est super au courant de tout ce qu'il y a dans la sonde. Ouais, moi, j'ai décidé, ça fait longtemps que je le sais, que les édificiers ont une période de prospérité, pas juste au niveau matériel, mais de prospérité aussi scientifique, philosophique, de richesse. Oui, oui. Mais tu en avais déjà parlé. Tu imaginais ce passé-là pour eux. Mais jusqu'à date, tout ce qu'on a vu des édificiers, c'était des cheminées de fées termitières sur une map, puis Mousse, une espèce de petit personnage qui a des trucs qui en chitine. Puis... C'est ça. Fait que... Ben, Mousse, c'est un édificier post-chute, mettons. C'est ça, exactement. Puis Xelek Gesed Asek Jedef, c'est un édificier pré-chute. Mm-hmm. J'aime l'idée du danger du savoir. Tu sais, que entre de mauvaises mains, ça peut
ça peut être nuisible. Puis j'essaie de montrer dans le texte que ce scientifique-là, ça l'impressionne pas tant la fission, c'est juste un marqueur. Tu sais. C'est juste, ce premier contact-là avec quelqu'un, je veux pas dire comme extraterrestre parce que c'est pas la Terre, mais bon, je vais dire extraterrestre quand même. En fait, c'est terrestre. C'est ça. Mais ce premier contact-là avec une autre vie, c'est... lui, c'est un marqueur pour lui. Il peut dire, cette civilisation-là a atteint la fission. Tu sais. Ça lui donne comme un indice. Mais on peut se dire qu'eux sont au-delà de ça. Là. On est comme dans les... c'est quoi l'échelle de... Ah, c'est quoi son nom? Le scientifique avec un nom à consonance russe. Tu sais, l'échelle pour marquer les niveaux de technologie d'une société au niveau interstellaire. Là. Ça m'est inconnu. Ah, mais là, c'est plate parce que en ce moment, je n'ai pas accès à mon Wi-Fi parce que, bon, j'utilise le téléphone pour autre chose. Au niveau technologique, je ne peux pas checker. Mais peut-être tu peux faire la recherche pour moi. Là. Assurément. Ça commence par un K, son nom, l'échelle de Kako, puis je sais pas. Échelle de Kardashev. Et voilà, okay. Merci Internet. Ben oui. Tu connais l'échelle de Kardashev? Pas pantoute. Ça te dit rien? Ça me dit rien. OK. L'échelle de Kardashev nous propose des niveaux d'évolution technologique pour les différentes espèces au niveau hyper grand. Là. Et puis, nous, on est une civilisation de niveau 1. OK. Et c'est à plusieurs niveaux. Si je me souviens bien, on est une civilisation de niveau 1 ou qui s'en va vers son niveau 1. Je me souviens plus établir comment exactement l'échelle. Là. Il y a des balises très claires qui est est-ce qu'on est capable d'utiliser toute l'énergie de notre planète, toute l'énergie de notre étoile, toute l'énergie du système solaire. Fait que les sphères de Dyson, mettons, sont des façons de canaliser l'entièreté de l'énergie de l'étoile ou les nuages de Dyson. Ce qui n'est pas l'aspirateur, là. C'est autre chose. Tu sais quoi? La sphère? Ouais. Oui, qui est comme quelque chose qu'on pourrait construire autour, mettons, d'une étoile pour capter toute son énergie. Exactement. Ouais. Fait qu'une civilisation qui est capable de faire ça est à un certain niveau de l'échelle de Kardashev. Là, je les ai pas en tête, mais si tu les googles, c'est quand même complexe, je te dirais que... Mais mettons, les 4-5 niveaux, c'est parce que le problème, c'est qu'il y a des niveaux 1.1, 1.2, 1.3. Il faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Non, mais ça va être un bon varia pour un épisode subséquent. Absolument, on reviendra là-dessus. Mais reste que c'est ça, mon principe, c'est de montrer les édifices comme ayant un niveau technologique beaucoup plus avancé. Puis je le fais... là, j'ai seulement dit la base lunaire de contrôle des marées, mais dans ma tête, ils ont une lune artificielle qui peuvent modifier la masse puis modifier la distance de l'orbite, la vitesse de l'orbite. Est-ce que cette lune-là existe encore aujourd'hui? Ben non. Non. Étant donné que dans ma tête, c'est sûr que je donne pas de chiffres, mais on est dans le 20, 30, 40 000 années terrestres, mettons. Là. Mm-hmm. Fait que non, elle est plus assez désintégrée dans l'atmosphère étant donné qu'elle est vide. Là, ouais. Fait que, ouais. Ça va être intéressant ça me donne t'assurer de tes lois de la physique sur cette désintégration-là un jour. Absolument. Ou elle ne s'est pas désintégrée puis il y a un endroit qui est juste comme cataclysmique. Elle peut aussi avoir décroché de son orbite. Ouais. C'est dans l'autre sens, dans le sens elle s'est perdue. Bon, tu vois, c'est déjà une bonne option. Mais moi, je connais pas assez bien ça. Il va falloir un épisode là-dessus. Ouais, c'est ça. J'ai juste décidé d'aller all-in dans j'écris des affaires puis je m'en occuperai après. Là. Ce qui est une très bonne façon de procéder, je pense, pour notre création textuelle. Tu inventes des trucs, au risque de te peinturer d'un coin, au moins, tu es en train de créer quelque chose de neuf et de... Puis les édifices sont un peu, en ce moment, ma porte de sortie à ma cosmologie plate. Parce que je pourrais, tu sais, j'ai même jonglé avec l'idée, est-ce que c'est un monde véritable, une planète, ou c'est une simulation créée par les édifices, ou c'est complètement artificiel, tu sais, c'est une... peut-être que leur étoile mourait, puis ils ont trouvé une façon artificielle de prolonger la vie de l'étoile. Tu sais, c'est le genre de truc que j'ai le goût de... Est-ce que cette planète-là est terraformée? Oui, exact. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a d'autres planètes édificiaires? Est-ce qu'il y a... Lui? Ouais. Lui, il parle à sa fille. Enfin, je vais revenir dans le texte un peu. Là. Il parle à sa fille. Je vais l'appeler Coccinelle, OK? Ouais. Puis, il dit qu'est-ce qu'il s'en va faire. Puis ce qu'il s'en va faire, pour moi, est intéressant. Puis ça parle de
de la guerre de faction qui est en train de vivre là, entre les anciens et puis la cabale. Ouais. Fait que tout ce que tu nous livres aujourd'hui, c'est tout du neuf. Là. Ça, on n'a jamais entendu parler de ça parce qu'on n'a jamais pu rentrer dans le monde des édificiers. Là, tu nous le sers un peu d'une façon comme même très... c'est un texte que je trouve, contrairement à beaucoup de tes autres textes, c'est un texte très démiurgique, qui présente beaucoup de choses. Il y a des, Il est ultra transparent aussi. Là. Oui, il dit tout. Il n'a pas de l'air d'y mentir sur quoi que ce soit. Ça n'a pas de l'air d'être à plein de niveaux. Il fait juste nous communiquer, lui communiquer. C'est quoi la game? Là, la game, c'est ça. Là, c'est ça qui va se passer. Là, c'est ça qui va arriver. Et là, lui, il va se transformer en un croque-mitaine que les édificiers du futur vont redouter, puis qui va être à surface. Fait qu'ils vont jamais monter à surface. Ils vont donc être protégés de la sonde, etc. Mm-hmm. Je comprends tout ça. Je trouve que c'est très cool. C'est très astucieux. Parce que dès le départ, tu veux que tes édificiers soient souterrains, mais que c'est un peuple qui a déjà été à la surface. Fait que pourquoi ils se sont cachés? J'ai toujours pensé qu'ils se sont cachés des Arcs-Kourangs, mais là, je vois qu'il y a plus à ça. Il y a comme un croque-mitaine, il y a un personnage, il y a un dangereux qui est à la surface, qui s'assure que les édificiers aient peur. Un peu comme dans Le Village, genre. Là. Comme dans Le Village, de M. Night Shyamalan. Ouais, c'est ça. Il y a un système pour apeurer les gens puis les garder confinés à l'intérieur, ouais. Exactement. Que je trouve quand même clever. C'est bien que tu nous l'apportes comme ça. Je trouve ça cool. Mais là, ça m'a apporté la réflexion sur lui, il fait ça pendant combien de temps? Il n'est pas éternel, ce personnage-là. Ah, moi, je pense qu'il est absolument éternel. Okay. Tu sais, dans ma tête, il est un peu alchimiste, philosophe, scientifique. Puis tu sais, la recherche ultime, c'est la vie éternelle. Ouais. Fait que moi, j'ai aucun problème à ce que ce personnage-là, d'une façon ou d'une autre, vive éternellement. Puis qu'il soit capable d'offrir cette vie éternelle-là à sa fille s'il vient la rejoindre. Oui, c'est ça. Puis à la fin, il dit « Viens nous rejoindre ». Fait que la mère est déjà avec lui? Ah, je pense pas, non. OK. Ses oncles, la cabale. Okay. Il y a un club sélect d'édificiers qui protège ces savoirs-là okay. pour les ramener en temps opportun. Mm-hmm. Ouais. Cool. Il y a beaucoup de stock, puis ce qui est plate, c'est qu'aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps sur le premier thème, puis là, on dirait que... Ah, mais moi, je peux t'amener sur quelque chose. Fait que, parle de ce dont tu veux les bioserviteurs. Ah oui, OK, je l'avais noté, bioserviteurs. Edelweiss aussi. Je sais pas si... Est-ce que c'est la même chose? Tu dis galerie des Edelweiss? Pour moi, les Edelweiss, c'est des termites géants. OK, cool. Parce que les bioserviteurs, je me suis demandé si c'était les termites, si c'était les créatures insectoïdes. Ben pour moi, les bioserviteurs, c'est les premiers peuples? Exactement. OK, c'est ça. C'était mon autre hypothèse. J'étais comme, est-ce que c'est carrément juste le monde normal? C'est mon life finds a way. Là. Ouais. Fait que lui, il pense que ils sont désignés pour vivre une vingtaine d'années. Les Arcs-Kourangs vont s'occuper du reste. Mais ils ont survécu. Ils ont trouvé une façon. Se cacher dans la jungle. Ouais. Les premiers peuples ont survécu. Bravo les premiers peuples. Bravo, good. Ouais, c'est bon pour eux. Ben oui, absolument. Ouais. Là, dans ta conceptualisation des peuples de ton monde, est-ce que les barbares sont aussi des premiers peuples? Ou c'est un peu différent? C'est encore un inconnu pour moi, les barbares. Je savais que je voulais comme une genre de trinité. Mm-hmm. Mais j'avais de quoi de solide pour les édificiers. Je trouve même que mes premiers, c'est pas très solide. Là. Fait que je vais avoir beaucoup de travail à faire sur les barbares et les premiers. Les premiers peuples, c'est les bioserviteurs qui sont devenus les adophariens normaux. Qu'on appelle les premiers parce que c'est le premier peuple qui a rencontré l'empereur. Fait que l'empereur il a fait comme vous êtes les premiers. Okay. C'est pas parce que c'est le premier peuple que tu as imaginé. Non, parce que c'est les édificiers les premiers que j'ai imaginés. OK. Ben malheureusement, on peut pas en parler plus. Mais on en reparlera par contre dans 2 épisodes parce qu'ils reviennent, les édificiers. Fait qu'on n'aura aucun problème avec ça. Salut, bonne semaine. Bye, bonne semaine. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du